on vous avait présenté .NET Aspire en décembre dernier. Aspire évolue vite, très vite. Non seulement la communauté apporte des nouvelles fonctionnalités via le .NET Aspire Community Toolkit, avec par exemple l'ajout du support de Olama, mais c'est surtout le moteur lui-même qui, avec cette version 9.1, arrive avec de très belles nouveautés. Je vous propose de faire un petit tour d'horizon avec Anthony Simon, spécialiste Aspire, et Laurent Campé, Microsoft MVP. DevDevDev.net, épisode 64, les nouveautés de .NET Aspire 9.1, c'est parti! Bien, bonjour et bienvenue pour ce 64e épisode de DevDevDev.net. Alors aujourd'hui, on va revenir sur un produit qu'on avait déjà présenté au mois de décembre avec Franck Boucher. C'est donc de .NET Aspire dont je veux parler. Si on refait un épisode aussi rapidement, c'est parce qu'il y a eu une nouvelle release qui est parue, qui est la 9.1. Et pour nous en parler, j'ai la chance de recevoir Anthony Simon. Bonjour. Bonjour tout le monde. Ça fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Ouais. Toi, tu es software développeur chez Worklip. C'est une société qui est au Québec. Exact, à Montréal. À Montréal. .NET expert, technical leader, blogueur avec ton blog anthonysimon.com. On mettra le lien dans les notes de l'épisode. Et tu as une grosse spécialité qui est .NET Aspire. Oui, tout à fait. Et je reçois également, pour m'aider à poser des questions pertinentes, Laurent Campé. Bonjour. Salut Richard, salut tout le monde. Salut Anthony. Un habitué du podcast, donc MVP depuis 2003, catégorie développeur technologie, team leader et distinguished solution architect chez Innoveo. Bien, donc comme je disais, on a une nouvelle version de .NET Aspire qui est arrivée. Alors c'est un produit qui est apparu courant de l'année dernière, de façon officielle, de façon non bêta, avec la version 9. Et là, on a une nouvelle version, la 9.1, qui vient d'arriver, avec quand même pas mal de nouveautés. Anthony, tu peux nous présenter déjà ce qui t'a marqué ? Oui, ils ont présenté ce release 9.1 comme étant du polishing, vraiment ils ont raffiné l'expérience, corrigé beaucoup de bugs. Mais je pense que ça vaut la peine quand même qu'on revienne un peu sur ce que c'est .NET Aspire. Juste un bref instant, parce qu'ils ont changé aussi leur discours, de comment ils présentent le produit aux développeurs. Ils ont vraiment comme fait travail de pitch de vente au final. Et aujourd'hui, l'approche qu'ils abordent pour présenter ça à des personnes, c'est plus concernant l'onboarding des développeurs. C'est quelque chose qu'ils ont pu observer à travers leur expérience, comme de voir comment c'est utilisé dans le marché. Et ce qu'ils ont réalisé, c'est que beaucoup de personnes l'utilisent pour vraiment améliorer l'onboarding des développeurs dans des projets, en fait. Et donc, très rapidement, l'idée, c'est de remplacer tous ces scripts, cette documentation un peu désuète, tout ce qui est data seeding, par Aspire, qui va permettre de modeler ton application distribuée facilement et de faire en sorte qu'au final, le développeur que tu embauches, qui intègre ton équipe, il fait juste comme cloner ton repository, il appuie sur F5, et puis il a tout qui fonctionne, pas vrai. Ça, c'est quand même le scénario idéal d'un onboarding, rapide, efficace, la personne est prête à coder, à comprendre comment ça marche. Donc, c'est vraiment cette approche-là qu'ils utilisent aujourd'hui pour présenter Aspire au public. Et donc, effectivement, la semaine passée, ou il y a 2 semaines, ils ont fait un release 9.1. Et en fait, je vais peut-être partager mon écran pour ceux qui peuvent voir. Tac, voilà. On a cette page de documentation Quad 9 dans Aspire 9.1. C'est en anglais, mais de mon côté en tout cas, je ne sais pas si ça pose problème. Non, c'est bon, on y arrive. C'est bon, très bien. C'est important de dire aussi qu'ils ont expliqué, pour ceux qui sont encore sous des versions précédentes, un point important, c'est que de leur côté, il n'y a pas de support pour les versions précédentes. Vraiment, leur état d'esprit, c'est comme si quelqu'un devrait utiliser .NET Aspire, il devrait toujours être sous la dernière version. C'est quand même à mentionner comme détail. Ça marche quand même avec .NET 8. Oui, tout à fait. Je pense que c'est... Mais vraiment, les packages d'Aspire, ouais, effectivement, le monde devrait considérer, les gens devraient considérer de mettre à jour
surtout que cette version est quand même assez facile à mettre à jour. C'est juste changer le numéro de version. Ouais. Une expérience quand même beaucoup plus facile depuis qu'on est arrivé sur Aspire 9 avec le retrait des workloads. Fait que ça, comme en termes de nouveautés, ce qui est assez marquant, c'est pour les personnes qui sont sur GitHub et tout ce qui est dev containers. Aujourd'hui, Aspire supporte officiellement GitHub Codespaces. Et c'est intéressant de voir aussi comment eux-mêmes ils décrivent leur expérience de travail sur Aspire de leur côté, parce qu'en fait, dès qu'il y a une nouvelle PR qui arrive, une pull request qui doit faire un review, ils n'ont pas besoin nécessairement de cloner le repo sur leur de leur bord, gérer des branches. Ils vont juste dans GitHub, dans un code space, le dashboard apparaît, tout est beau. Donc, ça fait vraiment partie de ce package d'amélioration, d'onboarding, d'expérience au final de développeurs. Bah ouais, parce que c'est un peu ça que ça joue. Ça fait que les gens sont juste plus rapides. Et donc on a ce support de CodeSpace qui, je pense, est très apprécié et qui était demandé par de nombreuses personnes. Donc, CodeSpace, pour ceux qui ne savent pas, c'est vraiment GitHub qui fournit des serveurs en distant dans le cloud, où en fait une partie de votre development environment va tourner et on va se connecter avec un client léger pour pouvoir développer en remote. Et je crois que c'est basé sur les dev containers. Et moi, en fait, c'est vraiment une feature que j'attendais que j'essaye de faire marcher dans les versions précédentes de .NET Aspire. Il y a des choses qui marchaient, mais ça marchait un peu de façon boiteuse, on va dire. Et là j'ai pu, comme il disait Anthony, passer à la 9.1 super facilement des versions précédentes. Et puis, j'ai pu le faire marcher. Je n'ai pas fait marcher dans GitHub Codespace. Je ne l'ai pas fait marcher avec Visual Studio Code, comme il y a marqué là, mais Richard devinera avec quoi je l'ai fait marcher. Donc, ça marche très bien avec Rider, effectivement, qui supporte les dev containers. Et en fait, on n'a même pas besoin de Rider. On peut avoir ce qu'ils appellent JetBrains Gateway, qui est vraiment un client très léger qui va permettre de se connecter au dev container. Et donc là, j'ai pu faire tourner assez facilement ces choses-là. Et je suis en train d'écrire un blog post sur ça, en fait. Okay. Donc, une belle feature. Ouais. Ça veut dire que effectivement, tu embauches un nouveau développeur, dans la minute qui suit, il peut être opérationnel, quoi. Exact. C'est quand même, je pense, une plus-value. Même j'ai écrit un article là-dessus, mon dernier article publié cette semaine, à ce propos justement de l'expérience de développement, parce que je pense qu'aujourd'hui, beaucoup de compagnies ont encore des soucis à ce niveau-là, où des développeurs passent des semaines, si ce n'est des mois. Hein. J'ai connu comme une compagnie où un développeur, ça lui a pris 2 mois pour être 100% opérationnel. Je trouve que c'est juste impardonnable de nos jours qu'on fasse subir ça à des personnes. C'est vraiment pas une bonne expérience, mais pour la compagnie même, au final, ça leur coûte beaucoup. Pas vrai? Ouais, moi j'avais eu l'expérience avec une société où je leur disais bêtement, mais moi je voudrais pouvoir faire F5 pour pouvoir voir comment marche l'application. On m'avait pris un peu de haut et on a mis 6 mois pour arriver au résultat quand même. Oh. Ah oui, quand même. Oui. Moi, j'ai jamais vraiment vécu ça, on va dire. Ouais. Si, je l'ai vécu quand je faisais de l'architecture d'infrastructure et des genres de choses. Il y a des choses un peu plus compliquées. Mais c'est vrai que tôt dans mon équipe, là où je suis en ce moment, j'ai mis en place des choses avec le prédécesseur de Winget qui existe toujours, Chocolati, et un autre tool qui permet d'installer tout l'environnement en faisant un clic sur un repo de GitHub. Il téléchargeait tout, il installait l'environnement, il installait les outils, il faisait le clone, etc. Et ça marchait plutôt pas mal. Mais là, c'est carrément un autre level, hein, parce que c'est incroyable ce qu'on peut configurer avec les containers, quoi. Oui, et on n'a pas de fichier YAML à écrire. Ah, il y a un fichier de JSON quand même. Oui. Au minimum. Ok. Côté dashboard. Beaucoup de changements, on le disait en privé tout à l'heure, mais on a ce développeur, je pense que tout le monde connaît sa librairie, c'est JSON.NET, Newton Top JSON au final. Donc c'est James Newton King, l'auteur, qui travaille donc pour l'équipe .NET. Et pendant 31 jours, en fait, sur X et Blue Sky, il a posté chaque jour
des vidéos de nouvelles fonctionnalités du dashboard. Donc, ça fait beaucoup de nouveautés, des fois des petites améliorations, des fois des plus grosses. On ne passera pas à travers toutes ces modifications, mais j'imagine qu'on aura le temps de quand même voir les plus intéressantes. Fait que la première dans la page de Release Notes, au final, ce sont l'introduction de relations entre les ressources que l'on peut déclarer dans un app modèle d'Aspire. Donc, ce côté, avoir des parents et des enfants, on peut voir ici que, par exemple, une base de données est un enfant euh, de Postgres au final. Et ce qui est intéressant, je pense que c'est un peu anodin, mais ça offre quand même de belles futures fonctionnalités. Et ça, par exemple, dans 9.2, ce qu'on va avoir, c'est que grâce à cette matérialisation de comme, OK, bon, maintenant, on avait déjà des relations, pas vrai, entre les entités, comme cette ressource est référence une autre ressource, mais maintenant qu'on a aussi une notion de parent-enfant, on peut générer un diagramme. Alors, c'est pas à l'ordre du jour. J'ai peut-être éventuellement un article à venir là-dessus entre-temps, mais dans la prochaine version. Si, il l'a La posté. prochaine version. Si, mais je veux dire, c'est pas encore disponible aujourd'hui. Bah ouais, je peux pas encore télécharger .NET Aspire avec cette version-là. Donc, dans le prochain release, cette feature-là en particulier va permettre d'avoir une vue de graphe de ces ressources-là. C'est vraiment super intéressant. Avec la librairie D3, ils ont réussi à matérialiser le graphe que ça représente. Ouais. C'est assez. D'ailleurs, James Newton King, il a posté là-dessus une petite vidéo où il montre la fonctionnalité. Mais je pense que si on télécharge les versions qui sont déjà mergées et tout ça, peut-être que c'est déjà dispo. Ouais, on peut télécharger les nightly ou ce sont les nightly, je pense. C'est très facile, juste modifier un fichier NuGet config, bon, accepter qu'il y a des choses qui peut-être qui marchent pas. Ouais. Mais je pense que la prochaine feature, c'est une feature pour Richard. Celle-là, il va l'adorer. Oui. Le serveur multilingue. Oui. Exactement. C'est le défenseur du français. C'est le défenseur du français dans notre équipe. Il en faut un au moins. Ouais, je dois avouer que c'est, de mon point de vue, maintenant que je travaille quelque part, tu sais, Amérique du Nord, l'anglais fait partie de mon quotidien. J'ai perdu cette relation-là avec le français. Je ne sais plus nécessairement c'est quoi la réalité, donc en France, on va dire, des personnes, France, Belgique, peu importe, là, en Europe, donc qui sont confrontés à de l'anglais ou français. Mais donc, toujours quand même bien de voir que le dashboard a été traduit dans différentes langues. Dont le français. Dans le français, oui, c'est ça. Un peu plus de côté pratique, l'accès à des boutons, à des actions comme supprimer tous les logs, par exemple, a été rajouté à différentes places. On va passer quand même assez rapidement, parce que comme je dis, il y a beaucoup de petits changements comme ça. C'est difficile de passer un peu de temps sur chacune d'entre elles, mais souvent, on se retrouve avec beaucoup trop de logs, trop de traces, et on aimerait ça. On voulait juste, par exemple, tout effacer, repartir à zéro, sans redémarrer nécessairement Aspire, pas vrai? Donc, dorénavant, c'est ce qui est possible directement depuis la vue des traces et des logs, des métriques. Juste effacer toutes les données locales du dashboard, en fait. Ouais. Alors, sachant qu'on peut le faire de façon individuelle et aussi de façon globale, quoi, je crois. Individuel, je me demande, j'ai pas vérifié. C'est fort probable, cela dit. Est-ce que ça aurait du sens, par exemple, dans une vue de trace où tu as plusieurs services qui se parlent entre eux? Qu'est-ce que ça veut vraiment dire, individuel? Je me pose la question. Peut-être pour la console, en tout cas, certainement. On a des filtres aussi, pour ceux qui ont beaucoup de ressources. Je sais pas si toi, Laurent, de ton côté, à quoi ça ressemble votre environnement sur Aspire à peu près? Moi, je l'utilise pas au travail. Je joue beaucoup avec, je regarde ce qui se passe et tout ça. C'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. J'aurais une utilisation, c'est si on avait l'idée de déployer un service d'authentification. Et avec notre client WPF, ça aurait été sympa justement d'avoir un apost avec juste le truc qui démarre par exemple un keycloak et qui démarre notre application WPF, qui configure même le keycloak pour pouvoir s'identifier là-dessus. Mais ça n'a pas été encore mis en production et donc
et c'est pas prévu de le mettre en production. Donc Oui, donc la là, c'est. possibilité d'utiliser .NET Aspire, pour moi, a disparu pour le moment au Ouais. travail, quoi. Un jour Donc, peut-être. ouais. Donc là, Exact. c'est la possibilité enfin, de façon bête et méchante, de faire du filtrage sur tes différentes ressources, quoi. Exact, les types de Mm. ressources, leur état, donc est-ce qu'ils sont running, stopped, arrêtés. Leur état de santé aussi, on peut reporter dans Aspire, donc tout ce qui est health check. Donc, est-ce que l'état est dégradé, prêt à servir des requêtes HTTP par exemple. Donc, on peut faire des filtres là-dessus pour avoir une meilleure vue, peut-être. Des fois, ça peut être un peu brouillon, dépendamment de combien de ressources. C'est pour ça que j'ai posé la question, parce que j'ai vu des exemples de personnes qui démarrent, je sais pas moi, 30 ressources. C'est autant Mhm. un mélange de projets .NET, des bases de données, des containers. Donc, ça peut quand même paraître beaucoup dans juste cette liste-là. Alors, la capacité de pouvoir filtrer est quand même appréciée, surtout quand il faut comme, avoir une vue plus spécifique sur certains aspects. Euh, donc, ça, c'est ça pour le filtrage. Également, plus de détails. Une fois qu'on veut voir comme le détail de chacune des ressources, ils ont rajouté des petits panneaux avec des données supplémentaires sur, par exemple, comme qui référence cette ressource-là en particulier, et inversement, et ainsi que les volumes. Donc, pour ceux qui utilisent des containers et qui mappent des volumes, des répertoires ou alors des named volumes dans Docker, alors ben, ils vont dorénavant apparaître dans le panneau de détails. Donc, comme on le disait au début, vraiment des petites améliorations qui, toutes accumulées, quand même vraiment améliorent l'expérience Ouais, c'est grandement, ça, là. ouais. Ouais. Faut vraiment voir dans l'ensemble tout ces travaux qui a été fait pendant les derniers, je pense, comme peut-être 3, 4 mois, depuis le dernier release en novembre, si je me trompe pas. Euh, Petit changement de support de tout ce qui est cross-request origin. Donc, pour des personnes, ils se sont rendus compte que plusieurs développeurs, plusieurs compagnies utilisent des noms de domaine personnalisés quand ils font du développement local. Ben ouais, donc, ces personnes-là vont modifier leurs fichiers hosts dans Windows, dans Linux, pour introduire, tu sais, pour remplacer localhost au final par quelque chose Mhm. d'autre. Et à ce moment-là, eh bien, si le dashboard fonctionnait sur ces domaines custom, eh bien, euh, il n'y avait pas la bonne configuration justement pour permettre tout ce qui était cross-request origin entre différents domaines. Donc, dorénavant, les gens peuvent personnaliser ça afin que leur configuration multi-domaine, donc non localhost, fonctionne bien en fait. Et que les navigateurs permettent surtout l'accès à ces ressources-là sur les domaines custom. Mhm. On l'a dit tout à l'heure aussi, donc plus d'actions dans les différents écrans du dashboard, donc télécharger les logs, afficher les timestamps. Donc voilà, c'est assez clair à ce niveau-là. Rajouter Hum, aussi le start-stop des logs, là. Ça n'était pas non plus. exact, exact. Voilà, start-stop. Je ne l'ai pas essayé, mais l'idée, c'est que des fois, on va apparaître du texte dans le dashboard et on aimerait pouvoir le copier. Donc, il y a ce concept de visualiseur de texte comme une pop-up qui va apparaître où tu peux plus facilement sélectionner du texte en particulier, peut-être je sais pas moi, une connection string, une URL. Quand même pratique. Je peux l'avoir déjà essayé pour les connection strings en particulier. Les URL peuvent être cliquables euh, dans les logs. Donc ça, c'est quand même intéressant encore en voir. James Newton King qui a partagé ces features. Donc tout ça, c'était un peu le dashboard. Pareil. Donc là, on quitte un peu l'aspect comme UI pour se pencher sur qu'est-ce qui était fait plus dans le back-end d'Aspire. Mhm. Et notamment, il y avait un besoin de plusieurs développeurs pour déclarer une ressource, donc je ne sais pas, une base de données, un projet, une application, quelque chose qui s'exécute, mais ne pas le démarrer automatiquement. Parce que jusqu'à présent, c'est ça le concept, c'est que quand tu démarres ton projet, ton app host dans Aspire, tous tes services démarrent d'un Mhm. coup. Mais pour certaines personnes qui ont une application qui ne sert, par exemple, qu'à, je ne sais pas moi, initialiser leur environnement, et ça, ils le font juste une fois, par exemple.
Ou alors, si c'est une Azure Function, Voilà, c'est ces ce que j'allais personnes-là dire. voulaient, en fait, souhaitaient dire, mais cette ressource-là, je ne souhaite la démarrer qu'explicitement, en fait. C'est moi qui vais aller dans le dashboard, qui va appuyer sur le petit bouton Start pour le démarrer. Et donc, ils l'ont introduit tout simplement dans cette nouvelle release. Ça peut être aussi, de façon bête et méchante, de pouvoir simuler le fait que la ressource soit pas disponible et voir comment se comporte l'application autre part, quoi. Non, mais ça, tu pouvais le faire déjà avant. Starter, stopper depuis la version 9, je crois. Mais là, c'est vraiment, tu fais Ouais. F5, ta ressource, elle est marquée, elle ne sera pas démarrée. C'est toi qui dois aller dans le dashboard et faire play pour la démarrer, à Ouais. la demande. D'accord. Ça. Voilà, meilleur support de Docker. Celui-là, je ne l'ai pas testé, mais l'idée, c'est de faire en sorte que tes projets puissent être publiés directement avec un meilleur support de Docker. Donc, j'imagine c'est comme créer un Dockerfile ou c'est pas clair exactement, je dois avouer. Je l'ai pas essayé malheureusement, mais pour ceux qui sont vraiment comme qui jonglent entre les deux, entre comme, imagine leur application .NET en tant que projet natif, puis finalement qui se transforme finalement comme image container Docker, ben, ça peut être intéressant. Euh, Ouais, je ne l'ai pas euh, essayé non plus, mais ce que j'ai compris aussi de ça, c'est justement que quand tu fais un publish, comme tu le ferais par exemple avec AZD pour publier sur Azure Container Service ou App, Azure Container App, ou même d'autres services, je pense qu'avec ça, en fait, ce que tu fais, c'est que tu crées un Dockerfile, quoi, ou même un Docker Compose, ou ce genre de choses, non? Ils ont mentionné Docker Compose effectivement, ouais, Ouais. dans les discussions. Mhm. J'avoue, c'est un petit aparté là, mais la partie déploiement, je trouve que en ce moment, c'est pas vraiment clair. Ouais, Et c'est pour puis ça même, qu'ils ont changé. ils l'avouent aussi. Tu sais, ils l'avouent, Ouais. ils disent, on vous laisse concentrer là-dessus. Finalement, le marché s'est dirigé ailleurs, la façon dont c'est utilisé, et qu'ils vont se concentrer sur l'expérience de développement pour ensuite, après, revenir sur, OK, j'ai mon app host, j'ai tous mes projets, je veux les déployer dans un environnement cloud ou peu importe là, et comment que ça peut être fait de la meilleure façon possible. Et donc ce problème-là, ils l'ont juste pour l'instant repoussé un peu. Je veux dire, on a déjà quelque chose aujourd'hui, n'est-ce pas, avec AZD Up, mais Mhm. je suis pas sûr à quel point les gens utilisent vraiment ça pour déployer leur environnement. Non, mais je Euh, pense qu'ils se sont donné du temps justement pour maturer et penser tout ça. C'est vrai que le message, c'est pour ça que le message a changé aussi plus sur l'onboarding des développeurs, ce genre de choses, parce qu'ils veulent avoir plus de temps pour designer mieux ce qu'ils pensaient faire avec le manifeste de publication et ce genre de choses, quoi. Et le message qu'ils ont aujourd'hui, c'est ça, quoi. C'est pas C'est une vrai que chose qu'ils ont laissé tomber, c'est quelque chose où ils veulent se donner du temps pour faire quelque chose de vraiment bien, quoi. C'est vrai que Franck avait, dans le podcast précédent, avait beaucoup insisté là-dessus en disant c'est essentiellement une appli enfin c'est essentiellement un outil pour les développeurs et pour la publication, on verra plus tard, quoi. ouais. Mais ce sera bien en tout cas. J'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire parce que avec tous les enjeux de sécurité de nos jours, les applications, les Ah ouais. départements de sécurité dans les compagnies qui ont toujours plus de requis pour dire il faut que ce soit compliant, que ça requiert que ça passe des certains filets de sécurité, eux de leur côté, ils vont faire en sorte que par défaut, ça soit déjà compatible avec ces normes-là. Donc j'ai Ouais. vraiment hâte de voir ce qu'ils peuvent faire avec. Et Mais ce pas qui pour serait bien, aujourd'hui. c'est ouais, ce qui serait bien, c'est qu'ils n'oublient pas qu'on n'est pas forcément sur Azure, quoi, au niveau de la Oui. publication. Non, mais il y a l'équipe Amazon qui publie. D'ailleurs, ils ont sorti 2 posts sur comment utiliser Aspire avec AWS Lambda, qui est l'équivalent d'Azure Function. Mhm. Donc, il y a du travail qui est fait, pas par Microsoft, pour Amazon, mais Amazon utilise et étend Aspire pour justement supporter d'autres trucs. Et puis, il y a d'autres plateformes. Et il y a d'autres gens qui ont fait la même chose pour Kubernetes et ce genre de choses, quoi. Mhm.
Donc, je pense qu'on ne doit pas attendre un support de tout et n'importe quoi par Microsoft. D'ailleurs, par exemple, moi qui suis beaucoup Dapper était intégré dans .NET Aspire et dans la version 9.1, ils l'ont 9.0, je ne sais plus maintenant. Ils l'ont sorti et c'est passé dans le Community Toolkit de .NET Aspire. Parce qu'ils peuvent pas, ils ont une petite équipe, ils ne peuvent pas tout supporter, quoi. Donc, Ok. donc je Comment pense, ils l'ont je pense mentionné, qu'effectivement. ils se concentrent sur le corps vraiment d'Aspire plutôt que de faire les meilleures intégrations possibles parce que ça pourrait changer dans le futur. Et puis, ils veulent vraiment éviter de voir briser les choses chez les gens par les breaking changes. Ce serait dommage. devdevdev.net. Richard Clark. Des correctifs de bugs en fait qui se sont rendus compte que les gens ont reporté ou même de leur côté qu'ils ont pu voir dans leurs tests des problèmes de network avec Docker, des problèmes de port qui restaient ouverts parce que pour des personnes qui sont habituées, qui ont ce réflexe de démarrer Aspire à plusieurs reprises dans une journée, les développeurs dans leur taux de travail, c'est ce qu'ils font, par exemple, ils vont juste démarrer le app host, et puis ils vont faire des changements éventuellement, ils vont démarrer le app host, etc., etc. Et ça, plusieurs dizaines de fois dans la journée, ils pouvaient avoir des bugs à ce niveau-là, ou des ports étaient encore alloués, ça reste ouvert, c'est un peu, tu sais, c'est très désagréable. Tu vas prendre un café, tu rebootes pendant ce temps-là. Dans la vidéo d'introduction de 9.1, là, justement, David Fowler, il parle beaucoup de ça. Enfin, beaucoup. Il parle de ça et justement des changements qu'ils ont fait dans tout ce qui est, je ne sais pas si c'est le titre après, Integration Update, mais tous les testings d'intégration qu'ils ont mis à jour, qu'ils ont fait évoluer, et tout ce qu'ils ont, il y a beaucoup de choses, dont les Docker, les problèmes avec Docker, qu'ils ont découvert parce qu'ils renaient pas mal de tests à travers des GitHub Actions et ce genre de choses, et ils se rendaient compte que finalement, il y a des trucs qui n'étaient pas relâchés, quoi, donc, et qu'il y avait des bugs de ce côté-là, quoi. Donc ça, je vous encourage à regarder la vidéo. C'est assez sympa, quoi, de voir un peu comment c'est fait en interne et ce qu'ils découvrent de façon interne, quoi. Comme d'habitude, ou des teams. Tu me donneras le lien. Ça marche. Super. Tout à l'heure, on parlait justement des intégrations avec. On a parlé de Dapper, on a parlé de AWS. Donc là, c'est la section des intégrations. Ah oui, non, c'est justement avec tous ces autres composants donc, qui font partie d'Aspire, Azure, les émulateurs, Service Bus, Cosmos DB, Signalar. Quand même beaucoup de. J'avoue que je suis assez impressionné de voir à quel point l'impact qu'Aspire a eu sur l'écosystème de développement Azure, en fait. Parce que, en particulier, Azure Service Bus, par exemple, je pense que personnellement, j'ai désiré avoir un émulateur de cette ressource pendant des années et je n'étais pas le seul à le demander. Et j'ai vraiment l'impression que cette équipe .NET qui travaille sur Aspire, grâce à la traction qu'ils ont mis dans le projet, ils ont pu avoir un levier vraiment pour faire pression sur les équipes d'Azure pour dire, écoutez, on veut améliorer l'expérience de développement dans Azure, on a besoin d'émulateurs. Dans AWS, ils ont des émulateurs pour tout. Dans Azure, c'est pas le cas. On veut être à parité pour que la meilleure expérience de développement. Et donc, c'est ce qu'on commence à voir aujourd'hui, des émulateurs qui apparaissent pour Event Hubs, pour Azure Service Bus, et des améliorations dans d'autres émulateurs. Et moi, je trouve ça vraiment, vraiment génial. Alors, pour ceux qui ne savent pas, tous ces émulateurs qui sont sortis récemment et qui peuvent les utiliser donc, facilement dans vos projets, que ce soit de façon standalone, comme à part, mais avec Aspire, je pense que c'est encore plus facile, pas vrai? Et donc, à ce regard, ils ont fait beaucoup de changements là-dessus, notamment Cosmos DB. Personnellement, je suis pas trop, j'ai pas d'expérience avec ça, mais de ce que je comprends, beaucoup de changements aussi pour côté sécurité, pour faire en sorte que par défaut, eh bien, l'infrastructure qui est utilisée, la façon dont l'application communique avec Cosmos DB, eh bien, utilise de meilleurs mécanismes de sécurité que de juste, mettons, je sais pas, des access keys, par exemple, des secrets basiques. Donc, ils font un gros travail là-dessus. Ils essaient de nous protéger de nous-mêmes et de nos bêtises de configuration, quoi, en ayant des best practices et secure by default, quoi.
Mais c'est compliqué. C'est Ah oui, franchement c'est compliqué, compliqué. pas vrai. Ouais, Je veux dire, je clairement. travaille sur d'innombrables projets et à chaque fois, en fait, on se rend compte qu'avec l'expérience, on fait des petites améliorations, petit à petit. Mais idéalement, si quelqu'un pouvait nous donner justement cette meilleure configuration de sécurité par défaut, grâce à Aspire, ben, c'est tant mieux, pas vrai? T'as pas à faire la recherche dans des blog posts. Comment je sécurise mon intégration à Redis? C'est quoi la meilleure Ex- façon de faire? Exactement. Certificat, secrets, là. Idéalement, enlever ça de l'équation, ça rend les choses plus faciles et tu peux te concentrer sur juste développer tes fonctionnalités dans ton application. Donc, moi, j'apprécie vraiment tout cet effort qui est fait là-dessus. Comme j'ai dit, alors, Service Bus, Event Hubs. Quelque chose. Ces émulateurs, là, Service Bus, Cosmos DB, Signal Air, c'est pas dans le Community Toolkit, c'est des packages Non. officiels de Microsoft. C'est une bonne question. Je dirais que Je oui. crois que oui. C'est Oui, quand oui, même oui. assez facile à Ouais, vérifier, mais vu que c'est quand même interne, oui, oui. ouais, Euh, Après, je me demande si c'est pas chaque team qui maintient ça plutôt que le core team de .NET Aspire, quand ouais. même. Ça dépend, on parle de quoi? On parle de l'intégration ou on parle de l'émulateur? Non, de l'émulateur, ça c'est clairement l'équipe C'est... qui maintient Ouais. ça c'est sûr et certain. Je parlais moi de l'intégration en fait, effectivement. Je sais pas. C'est peut-être une belle collaboration. Je pense quand même Mm. que c'est intégrer, intégrer quelque chose dans Aspire, c'est quand même difficile parce que, en fait, il faut définir le public API que les gens vont utiliser, leur donner la meilleure expérience de comment faire pour interagir avec cette ressource qui est, mettons, un exemple Azure Service Bus, par exemple. Et donc, c'est pas évident, je dois avouer. Je me suis pris à quelques reprises là et je pense qu'ils font un travail assez quand même formidable à ce niveau-là pour faire que ben, je fais juste dire dans mon app host, ah, j'ai besoin de service bus dans mon projet qui consomme un service bus. Je reçois quelque chose d'Aspire qui me permet de me connecter à service bus. Je réfléchis pas trop à ça, comment ça se passe en arrière. C'est magique, ça fonctionne. Je passe à autre chose. Ouais, c'est assez C'est vraiment impressionnant quand même. fantastique. Ouais. Voilà, donc quelques petits changements aussi pour les personnes qui ont déjà des ressources qui existent dans Azure et qui veulent les utiliser dans dans le cadre de développement local, par exemple. Personnellement, je ne l'ai pas utilisé, mais je peux comprendre que ce soit un besoin. On utilise par exemple dans une équipe, je sais pas, Service Bus, comme on dit, juste pour garder l'exemple. Eh bien, on aimerait juste pouvoir le référencer vers la souscription de notre équipe ou de notre produit dans Azure, quelque chose qui existe déjà. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'Aspire va démarrer, mais plutôt qu'il va se connecter à dans Azure et Mhm. faire en sorte que les informations de connectivité soient partagées avec les applications que tu développes. Donc ça peut être intéressant. Il y a encore des besoins qui sont apparus, des besoins émergents. Voilà, ils font juste comme ils ont releasé le produit et puis là, plein de gens sont arrivés comme j'aimerais pouvoir faire ça Ouais. et ils rendent ça possible. Ouais, non, c'est impressionnant la vitesse à laquelle ils ont rendu ça possible, quoi. Aussi. Ouais, 100%. Fait que Azure Container Apps, je crois qu'à ce niveau-là, c'est de permettre des changements, des domaines personnalisés dans Azure Container Apps. Ce qui n'était pas le cas avant. Donc, cette ligne ici que je suis en train de partager, donc configure custom domains avec un certificat pour ceux qui utilisent donc Azure Container Apps. Et donc, voilà, beaucoup plus d'intégration. C'est vraiment long de passer à travers tout ça au final. Ouais. Mais des supports pour tout ce qui est OpenAI avec Microsoft Extension AI ou comme ils appellent MEAI, un truc comme ça, comme le diminutif. RabbitMQ, MongoDB, driver, la version 3, beaucoup plus de choses dans le Community Toolkit. On a mentionné tout à l'heure Dapper qui s'est fait migrer là-dedans, mais il y a d'autres choses comme, je sais pas, Olama, pour ceux Ouais. qui jouent avec de l'AI, quand même assez bien fait aussi. Il y a, il y a- Donc, il y ce a sera... Laurent qui a fait un post là-dessus il n'y a pas longtemps, d'ailleurs. Ouais. Oui, je crois que je l'ai vu passer. Donc, c'est ça. Et on a mentionné aussi AWS, forcément, qui donc, le code a changé de propriétaire. Donc, c'est vraiment AWS aujourd'hui qui s'en occupe de l'intégration donc de leur service dans Aspire. Euh, Testing. Alors, je n'ai pas encore utilisé ça, moi, mais je trouve que l'idée de pouvoir démarrer un environnement complet et de pouvoir exécuter des tests d'intégration dessus, je pense que ça n'a pas de prix.
Surtout si l'environnement est stable, c'est robuste, à ce moment-là, je pense que beaucoup de tests unitaires peuvent être juste comme éliminés, juste comme être concentrés sur des tests d'intégration. Et puis eux-mêmes, c'est ce qu'ils font aussi dans Aspire. Ils ont fait un gros effort de leur côté. Quand même imaginer qu'ils ont beaucoup de composants et donc que leurs tests, il y a énormément de surface à tester. Je, Mhm. je pense que le challenge est vraiment énorme à ce niveau-là. Alors, ils font en sorte que dans leurs tests, eh bien, en particulier GitHub Actions, ils démarrent vraiment des environnements complets avec une dizaine Exactement. de ressources. Et ils font en sorte que, eh bien, ils ont des projets de tests qui vont utiliser Aspire pour justement aller pointer par des ressources et commencer à exécuter leurs tests au final. Ouais, j'en parlais Je- avant. En fait, j'en parlais trop tôt. C'est exactement ce point. Testing in .NET Aspire. C'est vraiment ça que David Fowler expliquait dans la vidéo où il disait, c'est le fait d'avoir travaillé sur testing in .NET, le testing, enfin les tests, d'intégration et de ce qu'ils faisaient tourner dans leur GitHub Action. Et même, ils ont travaillé plus sur les GitHub Action pour paralléliser des builds et les performances là-dedans. Et c'est ça qui leur a permis de découvrir pas mal de bugs dans Docker, dans leur intégration avec Docker et ce genre de choses. Des bugs même dans Docker, où il a même une anecdote où ils se sont rendus compte qu'il y avait un host qui utilisait une ancienne version, une vieille version de Docker et qui avait un bug, mais que dans la dernière, c'était déjà fixé. Donc ouais, je pense que c'est vraiment intéressant. Moi, c'est vraiment une problématique qu'on a au travail où avoir un environnement, quand tu as un environnement complexe d'application et tu veux automatiser des tests d'intégration, que tu dois démarrer pas mal d'éléments et tout ça, c'est super important d'avoir quelque chose comme ça qui est relativement facile à mettre en place, on va dire, quoi. Ouais, et puis ça t'offre la confiance au final que ce que tu développes fonctionne relativement bien dans Exactement. l'ensemble. Ce qui est difficile, alors, je pense, à obtenir aujourd'hui, c'est que beaucoup de personnes développent des morceaux un peu séparés, mais dans l'ensemble, est-ce que le tout fonctionne? Euh, Beaucoup de gens se posent cette question-là, et donc avec Aspire, c'est facile d'y répondre, en fait. Donc on voit ici comme permettre. Dans Aspire, les ports sont parfois assignés de façon aléatoire, ce qui permet donc d'avoir des tests qui roulent en parallèle de plusieurs instances de ces environnements complexes en parallèle à travers des sessions de test. Donc voilà, on a testé, on a la testing, on a des déploiements un peu de A à Z. Ce niveau-là, bon, on a déjà dit un peu, hein, le support dans des déploiements dans des environnements cloud. C'est pas tout à fait peaufiné aujourd'hui. Mhm. Ils ont travaillé un peu là-dessus, mais je dirais que ça n'aurait pas trop. C'est pas quelque chose vraiment que le monde devrait, je pense, se concentrer là-dessus. Ouais, wait and Aujourd'hui, il see. risque d'avoir beaucoup de changements dans le Ouais. futur, hein. Je Voilà, dois donc dire que moi, plusieurs. franchement, la première fois que j'ai utilisé Aspire, c'était une pré-release, je crois. Je ne sais plus si c'était à travers le programme MVP, avant que ça soit annoncé ou quoi que ce soit, ou après, je ne sais plus. J'ai juste utilisé le template. Je fais tourner sur ma machine en 10 minutes, 5 minutes, alors je connaissais rien à Aspire, hein. Et j'ai utilisé AZD et j'étais capable de déployer en 5 minutes. Allez, en 15 minutes, 20 minutes, j'avais créé un projet et je l'avais déployé sur Azure. Mhm. Et pour moi, c'était complètement bluffant. Bon, c'était un truc super simple avec un front-end et une API. Mais déjà, pour quelqu'un qui bosse là-dedans depuis des années, juste pouvoir faire ça, déjà avoir une commande pour créer une machine en remote, c'est déjà génial. Mais là, pouvoir déployer l'applicatif comme ça aussi facilement, c'était super bluffant, quoi. Je me Ouais, rappelle je pense que encore ça des dépend du. jours où il fallait remplir 15 tonnes de papier pour avoir une machine qui était chez un hoster quelque part et puis pouvoir finalement déployer dessus. Là, tu fais quelques commandes, tu as, ta machine, tu as ton déploiement, Mhm. c'est incroyable, quoi. Ouais, je pense que ça dépend du niveau de maturité aussi des compagnies à pouvoir justement comme créer des ressources dans Azure. Comme je disais tout à l'heure, certaines ont plus de requis de sécurité qui vont donc empêcher que les Mm. développeurs puissent utiliser juste AZD Up, mais dans un mode un peu, je vais dire startup, c'est pas tout à fait vrai, mais un mode un peu plus expérimental où les gens veulent aller vite. Ça peut être une option intéressante, pas vrai? Comme Oh, ils vont vraiment même. gagner du temps sur la création des ressources et puis on reste à voir à quel point ça se maintient bien dans le temps, hein. Non, bien sûr. En fait, mon optique, même dans une grosse boîte, tu sais, quand tu fais du prototypage ou ce genre de choses, c'est important d'aller vite, quoi.
Et ça peut être très bien utilisé pour ça aussi. Après, c'est vrai que pour quelque chose de productif et tout ça, ça suffit pas, bien sûr. Ouais. Donc voilà, on a à peu près on a fait le Ouais. tour en tout cas de la documentation. Il y a beaucoup de choses qu'ils n'ont pas dit aussi, mais c'est plus des changements qu'ils ont fait que j'ai pu voir dans les pull requests. Alors c'est du travail de fond en fait pour les prochaines versions. Notamment, je sais que ce qu'ils veulent faire, et je pense que beaucoup de gens l'attendent, c'est le support de domaine custom. J'ai blogué là-dessus, mais en ce moment, quand tu démarres des projets dans Aspire, tout est sur localhost. Ouais. Et j'ai été à de nombreuses places où le setup vraiment de développement comprenait des étapes, des scripts qui allaient modifier le fichier host, insérer des domaines custom, des domaines en point local ou point localhost ou point dev, peu importe ce qu'ils utilisent. Et donc, ce support-là va être ajouté dans le futur. Et ils ont déjà fait un petit peu de travail de fond à travers quelques PR pour ça. On voit les traces dans leur code. Et un autre changement, je trouve, qui est intéressant, qui lui, je pense, va nécessiter release de .NET 10, c'est que le certificat de développement de ASP.NET Core aujourd'hui ne supporte qu'un seul domaine, c'est localhost. Alors, l'équipe d'Aspire, compris Damien, ils vont faire en sorte, en fait, que dorénavant, dans une version ultérieure, ce certificat-là va couvrir d'autres domaines, en particulier le domaine interne de communication dans Docker, c'est host Docker internal, si je ne me trompe pas. Donc, ça fait que quand on a des scénarios où on a un container qui parle à une application que tu héberges sur ta machine, bien, il faut que le networking fonctionne correctement. Il faut qu'ils soient capables de comprendre le host de ta machine. Et donc, tous ces domaines seront compris dorénavant par défaut dans le certificat de développement qui sera distribué avec ASP.NET Core, je veux dire. Et tiens, avant de finir, clique voir sur le lien dans le chat pour montrer le graphe justement de ressources. Ce sera un bonus pour les gens qui regardent sur YouTube. Ça sera peut-être une incitation à aller voir la vidéo sur YouTube. Oui, c'est ça. On a une petite table graphe, une belle animation quand même. Ils se font plaisir, hein. Ils se font plaisir. James, je pense qu'il disait au début, vraiment au début d'Aspire, avant même que ce soit annoncé, il expliquait comme quoi il se transformait en développeur front-end. Lui qui n'a jamais vraiment fait ça, et puis je pense qu'aujourd'hui c'est ça. Il passe la majorité de son temps à faire des améliorations dans le dashboard avec Blazor et JavaScript. Donc, ouais, c'est ça, on voit qu'ils se font plaisir. Et ça, le graphe, il est pas dans la version 9.1. Non, c'est une VNext. Non. C'est un teaser. C'est un teaser pour la prochaine. D'accord. C'est ça. Ils l'ont implémenté, je pense, quelques jours après le release de 9.1. La pull request est émergée suite à ça. D'accord. Et on peut s'attendre à une 9.2 avant .NET 10 ou Oui. Ouais. Non, je pose la question. Ouais, ben, en fait, ce qu'on peut faire, c'est ce que les gens peuvent faire, c'est aller sur le repository d'Aspire dans les milestones pour avoir une meilleure idée de c'est quoi les prochaines fonctionnalités et c'est quand que ça va être disponible. Donc, on a le milestones ici. Milestones, donc voilà, bon. Je pense que je sais pas, est-ce que ça va vraiment être ça, fin mars? Ouais, c'est le but. On ne sait pas. Il disait, mais bon, la version d'avant, ils ont dû la décaler d'une semaine. On ne sait pas en fait si c'est à cause d'Aspire ou plutôt de .NET 10. Preview 1. Mais parce que j'avais demandé à David Fowler, il m'avait dit que parce que je pensais qu'elle a été réalisée et puis le jour d'après il n'y avait rien. Donc, je lui ai demandé, il m'a dit ça a été décalé d'une semaine à cause des estimates des développeurs. Ouais. Mais je ne sais pas si c'est .NET 10 ou Aspire parce qu'ils voulaient sortir les deux en même temps en fait. Mais ce qui est à noter, c'est qu'en fait tu as les release cycles de .NET 9, 10 et tout ça. Et Aspire, c'est quelque chose qui font une release tous les mois ou là c'est tous les mois. Je sais plus, c'est marqué quelque part dans les discussions, tu peux retrouver l'information du release cycle. Mais c'est vraiment des choses qui sortent en parallèle de .NET, entre deux majeures versions, deux grosses versions. Et comme l'expliquait Anthony,
ils te disent qu'il faut que tu restes sur les dernières versions de .NET pour utiliser vraiment les dernières versions d'Aspire. Et toutes les fonctionnalités. Donc on peut estimer qu'au mois d'avril, on aura la version 9.2 qui devrait arriver. Probablement. Ok, bon, bah écoute, merci pour toute cette présentation. J'insiste tout le monde à aller tester au moins une fois Aspire, et puis après ils auront peut-être du mal à s'en passer. Mais c'est vrai que c'est un produit qui est assez remarquable, quoi. Bien, écoutez, merci. Et puis, nous, on se retrouve dans un prochain épisode. Je pense qu'on va parler de test unitaire dans le prochain épisode, encore une fois. Ah, on va m'inviter, là. Ouais, parce que Sujet très chaud. Ouais, il y a encore quelqu'un du Québec qui va sortir un livre sur ce sujet-là. Ah, je sais qui c'est. Voilà. Bien, merci beaucoup et à la prochaine. Allez, ciao tout le monde. Ciao. Salut.